du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre l'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hilary Koprowski est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. Sabin et Koprowski font leurs expérimentations au même moment avec leur vaccin polio. Aucun cas de sida ne s'est déclaré en Russie, mais au Congo, les premiers cas de sida apparaissent un an après les campagnes de vaccination. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il, comme Curtis l'avait suggéré, quelque chose de différent dans le vaccin Koprowski? Pour répondre à cette question, Curtis avait demandé qu'on teste le vaccin utilisé au Congo, ce que Cecil Fox avait déjà voulu faire en 1985. Quand je me suis présenté à la Food and Drug Administration, en tant qu'employé du gouvernement, pour demander si je pouvais avoir des échantillons des premiers lots de vaccins anti-polio pour les analyser, afin de déterminer s'ils présentaient des traces de virus, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ou plutôt qu'il y en avait bien eu, mais que quelque chose s'était produit, à la suite de quoi on n'en avait plus, et je ne pouvais donc pas y avoir accès. Je n'en trouverais pas, et il n'y avait pas moyen d'aller vérifier dans leur congélateur. D'autres personnes m'ont dit que tout ce travail avait déjà été fait et que la thèse était infirmée. Je n'avais qu'à prendre ça pour argent comptant, même si je ne les croyais pas. C'est donc parce que j'étais fonctionnaire que j'ai dû laisser tomber. Je n'ai pas pu poursuivre mes investigations. Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. On avait construit ce camp parce qu'on y mettait les chimpanzés. Et quand on me demandait de tuer le chimpanzé, je le tuais. J'en tuais deux ou trois par jour, si le docteur le demandait. Et puis je faisais l'autopsie. Je coupais ici, je coupe tout. Et j'enlève le foie. On n'enlevait pas la chair, mais les deux organes qui se trouvaient là, qui se touchent comme ça, les deux boules qu'on appelle les reins. Le docteur les prenait pour les emmener au laboratoire à Kisangani et les envoyer en Amérique. Les emmenait en Amérique.
Quel est le docteur avec lequel tu travaillais? Je travaillais avec Paul Austerlitz. Paul Austerlitz est désigné comme celui en charge des exécutions des chimpanzés. Pourtant, il a toujours maintenu n'avoir rien à voir avec le camp Lindi. Avant de faire l'autopsie, par groupe de 4 ou 5, ce jour-là, il ne faut pas leur donner à manger. Le jour suivant, on venait leur faire une injection. L'injection, c'est pour les neutraliser. Ils sont comme paralysés. Ils n'avaient plus de force. Mais ils ne sont pas morts. Ils n'ont plus de force. Alors on les prend pour faire l'opération. On les enlève, ils vont avec Joseph pour faire l'opération. Après l'opération, on les jetait et on les enterrait. On ne les mangeait pas, on les jetait. Quand on fait l'opération, l'animal est encore en vie, il est conscient, il voit, il parle. Joseph dit ce qu'il a fait, Bayello ce qu'il a vu. Leurs 2 témoignages révèlent que les chimpanzés de Lindi étaient opérés de façon systématique et planifiée pour faire des prélèvements d'organes et que certains des chimpanzés étaient vivants lors de la chirurgie. Ainsi en fut-il, comme ce jour-là, filmé à Lindi par une caméra amateur d'un des membres de l'équipe. Pendant les 6 mois de sa présence à Stanleyville, Van de Pitt pouvait-il ignorer que les chimpanzés de Lindi étaient systématiquement tués? Ce que Joseph et Bayello viennent de révéler, c'est bien le secret de Lindi. Mais le plus important est que certains des animaux étaient opérés vivants. Or, à l'époque, la principale raison d'utiliser des organes vivants était de faire de la culture de tissus nécessaire à la fabrication des vaccins. Austerlitz a toujours démenti en avoir fait. Je suis engagé au laboratoire médical provincial à l'époque belge. C'était en 1956. J'ai travaillé au milieu des cultures, préparation donc des milliers de cultures, avec mon chef, M. Doupagne-Pierre. À l'époque, les gens de Kalindi dépendaient des laboratoires médicaux. Tous les produits et tous les matériels de recherche se trouvaient au laboratoire médical. Il y avait des chimpanzés au cas Lindi là-bas, pour la recherche et tout consort. À l'époque, c'était Dr Courtois qui s'occupait avec ça. Austerlitz, avant, on travaillait avec lui au département de microbiologie. Après, il est allé travailler au service de la biologie avec Dr Courtois ensemble. C'est là les nés, on travaillait avec des histoires de chimpanzés là-bas. Austerlitz, je crois qu'il est encore vivant, il peut expliquer cette situation ici. Au département de la biologie, on fabriquait des vaccins parce que après la fabrication, on met dans des flacons de 50 millilitres et on met des étiquettes aussi. Ce n'était pas une chose à cassette. Il y avait des étiquettes et on avait écrit aussi les vaccins anti-polio. Comme le docteur Austerlitz ne s'occupe plus de la virologie, alors d'où venaient les quantités de vaccins qu'on administrait aux populations? Moi, je ne reconnais que le vaccin qu'il avait fabriqué. Comme la glycérine, comme je vous l'ai déjà dit plus haut. Lorsqu'une épidémie ravageait au camp Lokusa, à la rive gauche. Alors il avait préparé lui-même. Mais il n'avait invité personne pour l'assister. Quand il le préparait, personne ne pouvait voir. Notre rôle consistait à vacciner les personnes. Lui et moi, on était partis à la rive gauche.
C'était un vaccin par voie orale? Oui, et contre quelle maladie? Mais si vous regardez de près, c'était le vaccin contre la poliomyélite pour les enfants. Tu dis qu'il ne permettait pas d'assister à ces travaux, alors comment saviez-vous que le docteur Austerlitz préparait le vaccin lui-même? Moi, je sais qu'il le préparait lui-même. Parce que quand il m'a appelé, il m'a dit de préparer les flacons. Il m'a dit nettoie-les et stérilise-les pour qu'on mette le vaccin. Il l'avait préparé dans un grand récipient comme ça, stérile, et moi je l'ai réparti. Parce que ça venait de loin, ça ne pouvait pas être dans ces conditions-là. Donc c'est bien lui qui l'avait préparé. Ça, je peux vous dire la vérité que à l'époque belge, vous savez bien que nous étions colonisés, mon cher. Hein? Si les deux blancs comme ça s'entretiennent, vous ne pouvez pas être là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hein?